Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, un web journal sur la route comme vous le voyez. Je suis peut-être à Mar-a-Lago en train de prendre des instructions sur les prochains web journaux ou pas, mais aujourd'hui je souhaite discuter avec vous des événements récents de la campagne présidentielle aux États-Unis parce qu'il y a des gros développements. Essentiellement, la campagne est terminée en ce qui concerne les opérations réelles. Et on va voir ça. Donc, on va voir aussi d'où émanent les différentes tentatives d'assassinat autour du président Trump. On va faire ce qu'on fait d'habitude à Radio-Québec, c'est-à-dire qu'on va adopter un cadre de pensée militaire, puisque ce sont des militaires qui sont à la manœuvre aux États-Unis. Et quand on pense comme un civil, on arrive avec des conclusions qui sont complètement farfelues et qui ne reflètent pas l'état du champ de bataille informationnel. Et donc, encore une fois, sortir de l'événementiel. Il y a eu plusieurs événements relatifs à la sécurité du président Trump. Donc, on va sortir de l'événementiel. On va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va adopter une perspective synoptique. On va se demander, on va regarder la question du timing, le cui bono, et on va se rendre compte finalement que le camp Trump est en train de déployer une stratégie de la tension. Il y a des gens qui s'y connaissent en stratégie militaire, qui connaissent le thème de la stratégie de la tension, qui a été déployé pour la première fois en Italie entre, on pourrait dire, la fin des années 60 et la fin des années 70, peut-être une dizaine d'années, des fois plus, des fois moins, dépendant de qui on regarde. Mais donc, la stratégie de la tension, euh, et aussi qui a été mis de l'avant avec le réseau Gladio de l'OTAN en Italie, afin de favoriser l'émergence d'un gouvernement, d'un parti politique. Donc, les réseaux clandestins de l'OTAN en Italie ont commis des attentats, ont fait sauter des bombes, ont encouragé des groupes d'extrême droite, des réseaux clandestins de l'OTAN, là, afin d'influencer l'opinion publique italienne et de favoriser l'élection d'un gouvernement avec une forte poigne contre les communistes. Hein. Donc, c'était à l'époque de la guerre froide, on avait peur, il y avait beaucoup de communisme en Italie, et on avait peur, l'OTAN avait peur que l'Italie tombe par les urnes en faveur du communisme, et donc a utilisé ces réseaux clandestins, les réseaux Stay Behind de l'OTAN, afin de faire peur à la population et de favoriser un gouvernement qui allait prendre des mesures contre les communistes, etc. Donc, là, ici, c'est pas exactement, évidemment, c'est pas exactement la même chose qui se passe, là, sauf que les stratégies sont similaires. Et donc, il y a d'une part le fait que le camp Trump utilise une stratégie de la tension aux États-Unis qui est intéressante, mais d'autre part, c'est-à-dire ils remettent la monnaie de la pièce au camp adverse parce que là, il y a des bombes, il y avait une peur de bombes à un des rallyes de Donald Trump. Dans un autre rallye, il y a des personnes qui étaient présentes qui ont été incommodées au niveau des yeux par une espèce de gaz irritant, etc. On va voir ça. Il y a toute la notion aussi de précipice, hein, c'est-à-dire que les États-Unis sont sur le bord de la Troisième Guerre mondiale. Trump l'a répété à de multiples reprises. Le pays est en train de s'effondrer économiquement, la frontière est ouverte, il y a des assassinats, le département de la justice mène une guerre juridique contre Donald Trump, etc., etc. Et là, avec des menaces à la sécurité, il y a cette notion de stratégie de la tension qui est déployée, cette fois-ci, par les patriotes aux États-Unis. Donc, encore une fois, il y a des gens qui vont certainement critiquer Trump en disant « Ah, il n'est pas mieux que le camp adverse si tu... » c'est ça. Premièrement, il leur remet la monnaie de la pièce, puisque c'est ça qu'ils ont fait à son endroit. Trump n'initie jamais le coup. Hein. C'est comme à l'aïkido. C'est-à-dire, c'est jamais Trump qui frappe. Il laisse l'ennemi frapper, après ça, encore une fois, redirige son mouvement, l'utilise à son avantage, etc. Eh bien, ce sont les gens de l'État profond qui ont déployé ce genre d'opération contre Trump, avec notamment les émeutes en 2020 dans 20 villes américaines mises à feu et à sang, avec l'aide des médias et des gouverneurs, dont Tim Walz, etc. Ils ont créé un chaos, une insurrection, une stratégie de la tension, on pourrait dire. Ils ont fait aussi la même chose en 2018, juste avant les midterms, alors que des bombes avaient été envoyées
un peu partout, à CNN, à Hillary Clinton, à plusieurs personnalités des médias, etc. Et là, on blâmait Trump. Allons-y tout de suite, puisqu'on est dans le thème. Donc, en 2018, il y avait ces bombes, cette vingtaine de bombes qui avaient des bombes, des pipe bombs, des bombes tuyaux, comme on appelle, qui avaient été envoyées. Ça avait fait grand bruit à l'époque. Hein. Il y en avait aussi qui avaient été envoyés à George Soros, toutes les personnalités démocrates. Et apparemment, ça venait de quelqu'un, d'un supporter de Donald Trump. Vous comprenez que c'est une opération sous faux drapeau. Et le supporter de Donald Trump, en fait, j'avais fait un web journal directement là-dessus. Le supporter de Donald Trump s'était converti au Trumpisme 3 mois auparavant. Quand on regardait son profil, c'était un démocrate. Et puis juste 3 mois avant l'élection, tout d'un coup, il est devenu comme un Trumpiste. Il a commencé à tapisser sa voiture, sa vanne, avec des posters pro-Trump, hein, de sorte qu'il soit, vous comprenez, de sorte qu'il soit bien identifiable, qu'on puisse bien pointer le doigt vers Donald Trump. Et ça, c'est lui, César, je ne me rappelle plus, Sayoka ou quelque chose comme ça. César Sayoc. Voilà. Et donc, c'est ça, ils avaient envoyé des bombes un peu partout. C'était des bombes, on savait maintenant que les bombes n'étaient pas attachées, il n'y avait, il y avait pas de détonateur, il n'y avait pas de potentiel explosif, mais c'était du tape à l'œil pour faire mal au camp Trump, etc. Eh bien, à partir du moment où le camp adverse, l'État profond, déploie une stratégie de l'attention contre Donald Trump peut leur remettre la monnaie de la pièce. Et c'est exactement ce qu'il fait maintenant. On est dans un contexte, vous voyez ici, Trump blames bomb stuff for slowing GMP momentum in midterms. Les républicains qui n'avaient pas obtenu autant de sièges qu'ils l'espéraient lors des midterms 2018 à cause de ça, dit Trump, mais c'était à cause de la fraude électorale, on le savait, mais disons, il a mis ça là-dessus. Et vous voyez ici, Associated Press, plusieurs des théories de la conspiration défendues par César Sayoc venaient de Donald Trump. Many of bomb suspects conspiracy theories tracked from Trump's. Et donc, c'est ça ici. Là, qu'est-ce qui se passe présentement? Il y a, avant d'aller dans la stratégie de l'attention, là, juste au niveau de l'événementiel, parce qu'on parle d'événementiel et après ça, on théorise. Il y a eu la première tentative d'assassinat. On a couvert ça de façon substantielle en expliquant que ça avait été redirigé, au minimum, ça avait été redirigé au profit du président Trump. Et dans aucun active shooter, on aurait laissé quelqu'un droit, torse. Vous connaissez tous les arguments, on les a déjà faits. On ne va pas essayer de convaincre les nouvelles personnes, mais c'est clairement organisé avec les gens des services secrets. Je veux dire, de la protection rapprochée de Donald Trump. C'est un événement coordonné là, en faveur du camp Trump, où est-ce qu'on lui permet de passer son message. Ça avait été annoncé par Q, il y avait l'image, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu une deuxième tentative d'assassinat le dimanche dernier, avant le web journal. Et j'ai dit qu'on allait traiter ça cette semaine, mais on n'a pas besoin, en fait, de traiter l'événementiel de cette deuxième tentative d'assassinat. On va, encore une fois, faire comme la première. On ne va pas perdre des heures à expliquer le profil du gars qui était quelqu'un de désœuvré, finalement, qui n'était pas capable de payer ses pensions alimentaires, mais qui s'est retrouvé récemment avec énormément d'argent à voyager un peu partout à travers le monde pour recruter des djihadistes en faveur de l'Ukraine contre la Russie, etc., etc. Donc, billets d'avion à gauche et à droite dans plusieurs pays du monde, en Ukraine. Donc, quelqu'un qui travaillait essentiellement pour les services de renseignement et il s'est retrouvé dans un des buissons de Mar-a-Lago à essayer de mettre Trump en joue, mais il n'a jamais pu tirer une balle, etc. Et évidemment, encore une fois ici, c'est un événement, puisque cette faille était connue à Mar-a-Lago, la faille, le buisson où il était connu des services secrets. Et là, on nous sort encore une fois le truc, les services secrets n'étaient pas présents cette journée-là, ils n'ont pas mis quelqu'un sur la place. Vous comprenez? C'est probablement quelqu'un dans la CIA, une taupe du camp Trump, qui a poussé ce gars-là à aller se cacher là en disant à 13 heures, le président Trump va apparaître et tu vas avoir une ligne de mire sur le président, etc. Et là, le gars, faussement patriote, démocrate, etc., il est allé. On l'a vu, je pense, dans des rallyes avec Kamala Harris, avec différentes personnalités démocrates. Il est allé, il s'est fait hameçonner, il s'est fait piéger. Il y avait
dans ses publications de médias sociaux, avait vanté la première tentative d'assassinat. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui avait la motivation d'y aller, etc. Et là, dans une lettre envoyée au chef par intérim des services secrets, le congressiste Josh Hawley a dit justement que la faille à Mar-a-Lago était connue. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas d'agents des services secrets cette journée-là pour couvrir la faille, etc. Encore une fois, on divertit vers les services secrets, mais si vous avez compris la logique que j'ai expliquée lors de la première tentative d'assassinat, on ne laisse pas une faille. Les gars du JSOC, les spécialistes mondiaux de la protection rapprochée, n'ont pas laissé cette faille-là ouverte comme ça. Le président n'a jamais été en danger, mais en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce sont les mêmes arguments. Ce sont les mêmes arguments que lors de la première tentative d'assassinat, c'est-à-dire qu'on l'a probablement orienté vers l'endroit en lui disant qu'il y avait une possibilité. Et puis là, finalement, les spécialistes de la protection rapprochée du président Trump, le JSOC, les services secrets qui sont pas les services secrets, mais le JSOC, le Joint Special Operations Command, qui est en charge de la protection de Donald Trump, dans le cadre d'un processus de continuité de gouvernement, ont laissé la faille ouverte. Trump ne s'est jamais présenté là où il était censé se présenter. Et quand lui, ce gars-là, a essayé de fuir les lieux, mais ils l'ont arrêté. Et voilà, il ne s'est rien passé, mais ça encore une fois, ça renforce l'image. C'est une stratégie, ça s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de la tension. OK? Je vous montre l'arrestation du bonhomme. By Local 10 depicting the moments 58-year-old Ryan Wesley Routh faced a judge in federal court Monday, a day after what investigators described as an attempted assassination by the defendant of former President Donald Trump. Keep walking! Body-worn camera from Martin County Sheriff deputies capturing the moment Routh was arrested during a traffic stop after first fleeing from Trump International Golf Course in Palm Beach County, where he was spotted with an AK-47 as Trump was playing golf. The FBI is continuing its investigation of this incident. Donc, tout ce que j'ai dit lors de la première tentative d'assassinat s'applique ici aussi. Encore une fois, on ne laisse pas une faille comme ça. Ce n'est pas les services secrets qui sont responsables de ça, de la sécurité du président Trump. Les spécialistes de la protection rapprochée savent comment couvrir un événement comme celui-là. Et donc, on l'a probablement incité à le faire, on l'a laissé agir, et après ça, c'est un agent de l'État profond qui travaille avec les services de renseignement US, la partie corrompue des services de renseignement US, etc. Et là, qui avait la volonté de le faire et tout, et donc on l'a laissé opérer sans jamais qu'il y ait de réelles menaces pour le président Trump, comme lors du premier attentat. Et là, c'est ça. Donc, mais il n'y a pas donc, j'ai pas énormément de choses à dire, parce que si vous avez compris la logique des choses, la logique implacable de ce que j'ai essayé d'expliquer lors de la première tentative d'assassinat dans les 2 derniers webjournaux que j'ai fait sur le sujet, ça s'applique exactement ici aussi. Il n'y a pas eu de réelles menaces ou de réelles tentatives d'assassinat, mais ça s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de l'attention. On va y arriver. Et il n'y a pas juste... Je dis que ça s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de l'attention parce qu'il y a d'autres événements, encore une fois. Il y a eu cette espèce de fausse alerte à la bombe. Après ça, il y a eu une espèce une neurotoxine, un gaz irritant qui a été relâché supposément dans un des rallyes de Donald Trump. Vous voyez ici donc « False report of explosive found in car near Trump rally spread online ». Donc, la police a arrêté quelqu'un qui avait un chien. On ne sait pas en fait c'est quoi la version officielle, mais la police a arrêté quelqu'un qui avait un chien renifleur et qui a dit qu'il y avait des explosifs dans cette voiture-là. Et des explosifs dans cette voiture-là, ils ont évacué la place et finalement se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'explosifs, etc. Mais il y a eu cet effet d'annonce. Par exemple, ça a fait le tour des journaux. Vous avez ici, dans The Guardian, « Cops find explosive in car near Trump rally ». Au début, c'était « oui, il y a des explosifs ». Et puis, finalement, ça a été « non, il n'y avait pas d'explosifs ». On ne sait pas exactement ce que la police a fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait réellement des explosifs et on a juste fermé le dossier ou il n'y en avait pas du tout. C'est pas clair, mais c'est pas ça qui est important, encore une fois. L'important, c'est l'effet d'annonce et je pense que ça aussi, ça s'inscrit dans une stratégie de l'attention du camp Trump. C'est-à-dire que Trump est derrière ces fausses alertes. Il n'est jamais mis en danger, il est derrière ces fausses alertes. Exactement, il remet la monnaie de sa pièce à l'État profond, qui a, par exemple, en 2018, déployé une stratégie de peur avec les bombes, dont on vient de parler. Et là, il fait exactement la même chose, mais cette fois-ci à son avantage.
cui bono cette fois-ci. La dernière fois, en 2018, c'était cui bono. Le timing et cui bono étaient en faveur des démocrates et des médias, etc., de tous ceux qui sont contre Trump, parce que... je me demande si j'ai de l'écho. Hein. Parce que... il pouvait accuser Trump de ce qu'il l'accuse depuis le début, c'est-à-dire de fomenter la violence, etc., etc. C'est ça, même Charles-Philippe David de la chaire Raoul-Dandurand continue sur cette ligne-là encore maintenant. Trump incite à la violence et tout, vous comprenez? Donc, c'était avec le timing juste avant les midterms et puis le cui bono, c'était en faveur des démocrates parce qu'ils pouvaient dire, vous voyez, c'est quelqu'un qui incite à la violence, etc. Mais là, maintenant, Trump utilise ça à son avantage. C'est le même argument qu'il utilise à son avantage. Donc, vous savez, comme je dis, ça a été retweeté par Donald Trump Jr. Here we go again. Voilà, ça recommence. Les médias, les démocrates ont créé cette haine. Hein? L'économie était meilleure sous Trump, etc. Mais là, on a ils ne sont pas capables d'accepter. On a la montée de Trump et on a des tentatives d'assassinat comme ça. Même chose avec Elon Musk. Donc, bomb found ahead of Trump rally in Long Island, New York. Là, Elon Musk dit wow. Donc, ça a été ce que les médias appellent amplifié par le camp Trump, alors qu'il n'y avait aucune menace réelle. Encore une fois. Donc, cui bono ici, timing cui bono, ça favorise le camp Trump. Même chose avec cette espèce de gaz. Ici, vous avez Newsweek. What caused mystery eye problem at Trump rally? Ophthalmologist waits in. What caused the outbreak of a mysterious eye injury at recent Trump rally? Donc, les gens dans la rangée directement en arrière de Trump, dans un rallye en Arizona, on commençait à avoir des problèmes de yeux. Ils se sont tous rendus à l'hôpital avec des irritations et puis comme si quelque chose avait été relâché dans cette zone-là, dans cette section-là. Or, finalement, il ne s'est rien passé. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était, vous comprenez, est-ce que c'était acté ou c'était un réel gaz? Quelque chose encore une fois, c'était inoffensif, mais ça participe d'une stratégie de l'attention. Je pense que j'arrive à mon point, là. Je pense que les patriotes sont derrière toutes ces peurs et ce sentiment d'insécurité, etc. Hein, et ça s'inscrit aussi donc je dis ça parce que c'est comme la tentative d'assassinat, c'est ce que j'ai dit lors de la tentative d'assassinat, ça s'inscrit en continuité avec le plan de campagne de Donald Trump, toutes ces poursuites juridiques, poursuites juridiques, et là on arrive à les tentatives d'assassinat, à des menaces violentes, etc. Et tout le monde bouffe parce que c'est crédible que, étant donné qu'ils ne sont pas capables, les patriotes se disent, ou les républicains, et beaucoup d'entre nous sur Internet, on se dit, étant donné qu'ils ne sont pas capables de l'arrêter par les urnes, ils vont tenter de l'assassiner. Étant donné qu'ils ne sont pas capables de l'arrêter avec des poursuites judiciaires, ils vont tenter de l'assassiner, etc. Il va y avoir de la violence. Tucker Carlson a répété ça. Et donc, tout le monde est comme prédisposé à croire ça. Mais moi, je suis persuadé que ce sont finalement les patriotes qui sont derrière chacune de ces moments de peur ou d'insécurité liés à ça. Et ça a été aussi la crainte d'une troisième guerre mondiale a été amplifiée par Trump à de nombreuses reprises. Il dit, par exemple, on est sur le bord de la troisième guerre mondiale. Aussi, avec l'administration Biden, avant, on était respecté. Maintenant, on est sur le bord de la troisième guerre mondiale. Plus personne ne nous respecte. C'est le chaos mondial, etc. Donc, et on sait que tout ça finalement, s'inscrit dans l'ordre des choses, c'est-à-dire que les opérations, notamment en Ukraine et aussi à Gaza, je veux encore une fois pas revenir sur Gaza parce qu'il y a des grosses bémols et des exceptions, mais le fait de se retirer le Hamas de l'équation était nécessaire pour une paix au Moyen-Orient. Même chose avec l'Ukraine, c'était nécessaire. Et donc, mais Trump dit on est sur le bord de la troisième guerre mondiale alors qu'il n'y a pas de possibilité de troisième guerre mondiale, etc. Donc, il amplifie un peu le sentiment d'insécurité des Américains. Et là, c'est la même chose avec toutes ces événements qu'on voit lors de ces rallyes. Ça va dans le sens de l'amplification du sentiment d'insécurité. Et ça, c'est une stratégie militaire, une stratégie d'ingénierie sociale, littéralement, afin de favoriser l'émergence du candidat qui peut mettre un terme à tout ça. Je sais que c'est machiavélique, là, mais c'est comme ça qu'on doit agir en politique. C'est-à-dire, si on veut battre l'État profond,
Et là, les gens qui disent en même temps, c'est parce que dans les commentaires, on voit souvent les gens qui disent « Ah, l'État profond est trop fort, Alexis, tu comprends pas, ils sont capables de faire n'importe quoi. » Ben oui, s'ils sont trop forts comme ça, il faut utiliser des moyens non conventionnels pour les battre. Et c'est ça que Trump fait. C'est-à-dire que les gens à la fois critiquent Trump en disant « L'État profond est trop fort, etc. » Puis critiquent Trump parce que Trump prend des mesures extraordinaires pour se débarrasser de ces gens-là, en imitant notamment en leur remettant la monnaie de leur pièce. On ne peut pas avoir les deux. Là. On ne peut pas dire que l'État profond est trop fort et dire Trump va se battre les mains liées, avec, comme dans Gladiateur, là, quand Commode lui donne un coup de couteau, genre affaibli, donc, avec une main attachée dans le dos. Non, à armes égales, c'est à armes égales, c'est ça. Donc, même chose donc avec les... pour vous expliquer que ça participe d'une stratégie de l'attention pour aussi montrer que les institutions sont corrompues, etc. Mais rappelez-vous ce web journal où est-ce que j'expliquais comment chacun des procureurs qui attaquent Trump, que ce soit Jack Smith, que ce soit Alvin Bragg, que ce soit Laetitia James ou l'autre, comment elle s'appelle, là, je ne me rappelle plus la dernière, là, Fannie Ellis, les quatre qui ont déclenché des enquêtes contre Donald Trump, ont tous été reçus ou aiguillonnés par la Maison-Blanche. Et j'avais expliqué, on sait qu'est-ce qui se passe avec la Maison-Blanche, l'ordre exécutif 13848, aussi le plan de continuité de gouvernement sous prétexte de la COVID, etc. La Maison-Blanche est contrôlée, l'administration Biden est contrôlée. Et donc, c'est à l'initiative des patriotes que cette lawfare, là, ce qu'on appelle en anglais lawfare, ces poursuites ont été lancées contre Donald Trump. Donc, dans un premier temps, il y a les poursuites et dans un deuxième temps, il y a les tentatives des poursuites qui, je l'ai dit, n'allaient rien donner et elles n'ont rien donné. Ça a été soit reporté, abandonné, etc., annulé par la Cour suprême, etc., etc. Et donc, parce qu'elles étaient mal bâties, elles étaient bâties sur du sable, et qu'il y avait la possibilité pour le camp Trump de repousser, retarder, annuler, etc. Et donc, elle était aussi le fait de... Elle reposait sur des faits, sur des preuves d'alliés du camp Trump comme Michael Cohen. Les médias n'ont toujours pas compris que Michael Cohen joue la partition du camp Trump. Même chose avec Stormy Daniels, etc., etc. Et donc, c'est ça. Ça fait partie d'une stratégie de l'attention. Et donc, et toutes ces poursuites-là, étant donné qu'elles n'ont pas fonctionné, rendent crédible finalement la violence. C'est-à-dire que la violence doit arriver à la fin du processus, normalement. OK? Pour que ce soit crédible pour les gens, là, c'est-à-dire qu'au début, tu essaies de voler les élections, tu voles les élections, tu fais toutes sortes de choses. Après ça, tu utilises tous les moyens juridiques, pour bloquer le président Trump, pour bloquer sa réélection, et finalement, tu finis avec la violence. Et là, ce qu'on voit, c'est ça, c'est la violence. Donc, les bombes, les trucs assez ralliés, la deuxième tentative d'assassinat, etc., qui n'ont pas plus de crédibilité que la première tentative d'assassinat, que les patriotes ont clairement laissé faire pour pouvoir récolter tous les bienfaits politiques de tout ça, jouer à la victime et tout. Ici, tu vois, le shérif disait que le terrain de golf du président n'avait pas toute la sécurité requise, puisque Trump n'était pas un président en fonction. Ça nous ramène exactement à tout ce que j'expliquais auparavant. C'est pas le sheriff county qui est responsable de la protection du président Trump, c'est pas les services secrets non plus, c'est les gars de la JSOC. S'ils ont laissé un trou comme ça, c'est pour inviter le gars à venir s'asseoir, s'installer. Il restait là pendant 12 heures et finalement, ça n'a rien donné. Mais donc, ce qui me fait dire, en fait, que c'est une stratégie de l'attention, c'est la séquence. C'est comme, à partir quand il y a un événement, ça a l'air d'un truc singulier. Quand il y en a deux, tu peux commencer à faire un lien. À partir du moment où il y a 3, 4 événements, tu peux tracer une ligne. Et la ligne, la tangente, c'est ça, c'est une stratégie de l'attention. Je vous montre ce qu'était la stratégie de l'attention en Italie dans les années 90. Derrière ces images de liesses de typhose se cache une réalité plus tragique. Celle d'une Italie ébranlée par une guerre civile larvée. Au tournant des années 70, le pays en plein essor voit l'émergence d'une radicalisation politique
portés par des groupuscules terroristes d'extrême gauche comme d'extrême droite. C'est dans ce contexte explosif que de 1969 à 1974 est mise en place la stratégie de l'attention, une vague sanglante d'attentats et d'assassinats. C'est à ce moment-là que sont théorisées certaines stratégies consistant à déstabiliser pour stabiliser. C'est-à-dire se répand l'idée suivant laquelle on peut soi-même fomenter des désordres, faire en sorte qu'ils soient attribués à l'extrême gauche pour dresser la population contre l'extrême gauche. Et c'est cela qui sera appelé donc la stratégie de la tension, c'est-à-dire créer le chaos pour amener donc un régime d'ordre. Voilà. Donc, stratégie de la tension, vous l'avez ici. Strategy of tension, vous l'avez sur Wikipédia, est une politique, political policy wherein violent struggle, l'utilisation de la violence est encouragée plutôt que supprimée. Évidemment, ici, c'est moindre avec Donald Trump. C'est pas ça. Là. Et si vous comprenez le concept, vous voyez qu'il y a beaucoup d'États qui utilisent ça de toute façon, n'est-ce pas? Et the purpose is to create a general feeling of insecurity in the population and to make people seek security in a strong governance. L'objectif est de créer de l'insécurité et de faire en sorte que les gens recherchent l'élection d'un gouvernement fort. C'est ce qu'ils ont essayé d'appliquer en Italie. Il y a eu, comme je dis, des bombes. C'est ce qui s'est passé aussi au Québec dans les années 70, c'est-à-dire il y avait le FLQ, mes parents étaient mêlés là-dedans, vous le savez, et mon père me disait, je pense qu'il l'a dit dans les journaux ou à la télévision, dans les entrevues, c'est-à-dire que eux c'était des gens d'extrême gauche, là, le FLQ, et il disait, les bombes sautaient et c'était pas nous. C'était la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, la GRC qui faisait sauter les bombes. Et il y avait une stratégie de l'attention, qui a aussi été déployée au Canada lors de ces événements-là. Et l'essentiel de ça, c'est que l'État utilise des opérations sous faux drapeau pour opérer ici. C'est-à-dire que dans le cas du FLQ, il faisait sauter des bombes et blâmait le FLQ. Ça se retournait contre le FLQ parce que les bombes du FLQ, c'était dans des boîtes aux lettres, c'était assez inoffensif, mais les bombes, je pense que les bombes qui sautaient, faites par la GRC, avaient beaucoup plus de potentiel de dommages. Et c'est la même chose ici, c'est-à-dire que la stratégie de l'attention en Italie, finalement, on fait sauter les bombes et là, ça n'a pas d'allure. Les gens se disent, c'est de l'ingénierie sociale, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on se retourne. Les gens à l'époque étaient naïfs. Maintenant, vous voyez, avec Internet, on commence à comprendre ces choses-là et on se fait moins avoir. Je suis même capable de parler des stratégies du camp Trump, des stratégies de l'attention du camp Trump. Mais à l'époque, c'est ça. Les Italiens avaient peur et allaient donc orienter leur vote vers l'élection d'un gouvernement plus fort. Mais tout ça était l'œuvre, évidemment, de réseau Stay Behind de l'OTAN, notamment de l'opération Gladio. Le nom de la cellule qui opérait en Italie s'appelait Gladio. C'est connu, c'est pas spéculatif. Gladio, ici, vous l'avez. Gladio, glaive en italien, j'en ai parlé une fois ou deux, là, désigne le réseau italien des Stay Behind, une structure créée sous l'égide du ministère de l'Intérieur dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour parer à une menace d'invasion soviétique. Il ne voulait pas que l'Italie tombe aux mains des communistes et là faisait des attentats qui faisaient mal paraître l'extrême gauche, de sorte que le gouvernement était justifié de déployer des mesures radicales et que la population allait comme voter pour un gouvernement fort qui allait réinstaurer la sécurité. Donc, découverte et contenu. On désigne couramment par Stay Behind l'ensemble des armées secrètes européennes dont l'existence a été révélée publiquement le 24 octobre 1990, après la guerre froide, par le premier ministre italien Giulio Andreotti. L'existence de ces unités clandestines de l'OTAN est restée un secret bien gardé durant la guerre froide. Si on en parlait, on était traité de complotiste. Gardé bien secret dans la guerre froide jusqu'en 1990, quand une branche de ce réseau international fut découverte en Italie, portant le nom de code Gladio, qui signifie glaive, alors que la presse affirmait que les unités secrètes Stay Behind de l'OTAN étaient le secret politico-militaire le mieux gardé et le plus préjudiciable depuis la Seconde Guerre mondiale.
Si on parlait de ça, on était des complotistes. Vous comprenez? Alexis Delancey aurait dit non, il n'y a aucune preuve de. Cossette Trudel affirme sans preuve que les délires conspirationnistes de Cossette Trudel ou quiconque aurait parlé de ça, alors que c'était bien vrai. Hein? C'est toujours, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours, je fais des petites parenthèses, là, c'est toujours du complotisme jusqu'à temps que ça devienne vrai. Et cette réalité-là des opérations sous faux drapeau existe. Elle existe encore maintenant. Il y a encore des unités clandestines qui œuvrent de toutes sortes de façons, sur les réseaux sociaux surtout, hein, afin de briser la guerre de l'information, de nous démoraliser. Il y a des influenceurs qui sont payés pour nous torpiller notre morale, notre volonté de combattre, de continuer. Les gens décrochent. Ça fait partie de ça maintenant. C'est un petit peu plus. Maintenant, ça se situe dans le cadre d'une guerre de l'information, mais ça existe encore. Donc, le gouvernement italien, face aux sévères critiques de l'opinion publique, promet de démanteler son armée secrète. L'Italie insista cependant sur le fait que les unités clandestines similaires existaient dans tous les autres pays d'Europe de l'Ouest. Cette allégation s'est avérée correcte et les recherches... OK. L'idée selon laquelle Gladio aurait tenté d'influencer la politique italienne sous la direction de la CIA est soutenue par plusieurs historiens et journalistes. Pour d'autres auteurs, Gladio est une structure légale. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est une stratégie de l'attention. Vous voyez, donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les militaires peuvent utiliser des stratégies d'ingénierie sociale pour faire pencher la population d'un côté ou de l'autre lors des élections, quand l'enjeu est très fort. Et on a vu avec Mike Pence que c'était exactement ce qui s'était passé avec l'OTAN, c'est-à-dire que l'OTAN avait changé, à partir de 2015, avait changé sa doctrine stratégique au niveau de l'information et avait commencé à, exactement comme avec Gladio, on en a parlé à ce moment-là, avait commencé à s'immiscer dans la politique des pays afin d'écarter les groupes populistes qui pourraient avoir des sympathies avec la Russie, mais pas que. Hein? Des groupes qui n'étaient pas mondialistes, c'est des partis politiques qui ont fait ça avec Donald Trump. Hein, donc, l'OTAN et les réseaux, ce même genre de réseaux se sont impliqués dans la politique de toutes sortes de façons. On en a parlé avec, justement, lors de l'entrevue de Mike Pence, en censurant, entre autres, en étiquetant tous ceux qui étaient comme contre ou tous les groupes populistes, etc., de faire de la désinformation d'extrême droite. L'utilisation du terme abusif de complotisme, ça va là-dedans aussi. Les gens qui voient que le système est en train de s'effondrer, qu'il n'y a plus de démocratie, que ce sont des technocrates, McKinsey et le Forum économique mondial qui décident pour nous, qu'on n'a plus voix au chapitre, etc. Les gens qui disent qu'il n'y a plus de démocratie sont eux-mêmes qualifiés de menace à la démocratie. Ça vient de ce même genre de trucs-là. Donc, vous voyez, ce qu'on a expliqué avec Mike Pence et ces concepts-là, c'est que l'OTAN a commencé à utiliser des stratégies d'ingénierie sociale. Ils font de l'ingénierie sociale ils ont fait de l'ingénierie sociale avec la pandémie. Mais là, ce qu'on a aux États-Unis, c'est le même genre de stratégie d'ingénierie sociale, mais afin de battre le camp adverse, c'est-à-dire l'État profond, les démocrates, etc. Et on y arrive parce que Trump, l'élection est gagnée, là, essentiellement. L'élection est gagnée. Pourquoi je dis ça? Parce que Trump a publié juste ce petit tweet-là, de rien du tout. Un petit tweet avec un hashtag, un dièse. Il l'a effacé quelques heures plus tard, mais c'était suffisant. Le message était passé. Tout ça pour nous dire que l'élection était gagnée. C'est-à-dire que c'est pas juste l'élection. Checkmate, il faut comprendre qu'est-ce que c'est check. C'est échec et mat. Et échec et mat, dans le cadre des publications de Q, Q a utilisé Checkmate à quelques reprises, comme ça ici. Un des premiers posts, le 13 janvier, alors que je commençais mes vidéos de Radio-Québec, hein, il publie ici Checkmate, échec et mat, et après ça, on a un Checkmate un petit peu plus substantiel. Il nous explique, en fait, si vous comprenez les messages de Q, il nous explique qu'est-ce que le Checkmate veut dire. L'objectif, le post, c'est ça, c'est le post 4281 pour ceux qui veulent le chercher. L'objectif, la finalité, c'est de mettre échec et mat le roi, Checkmate King. Si vous comprenez ce que Q voulait dire, ici, c'est Barack Obama, c'est-à-dire que
couper tous les fils, son financement, ses appuis internationaux. C'est lui, là, que Mike Flynn cible. C'est lui que Trump a accusé de haute trahison, etc., etc. Et donc, comment on est capable de mettre échec et mat le roi, nous dit Q. Bien, il y a plusieurs façons. Hein. You attack king at the beginning of the... Est-ce que tu attaques le roi au début de la partie? Non. En premier, tu dois enlever les pions. Après ça, tu dois enlever les fous, les cavaliers, etc. Vers le milieu de la partie, tu dois mettre en échec la reine. Et finalement, tu peux t'attaquer au roi. Eh bien, c'est ça. Barack Obama avait des liens avec l'Arabie Saoudite, etc. Trump a été en Arabie Saoudite, il a fait de la danse du sabre, etc. Ses appuis internationaux ont été coupés. Si vous avez suivi les premiers posts de Q, c'était ça. Donc, il y a un ensemble de choses qu'on doit faire, préparer le terrain, discréditer les médias qui auraient pu l'appuyer, éviter la possibilité d'une guerre civile, etc., etc., etc. Et à la fin, c'est ça, c'est checkmate the king, hein, dans la stratégie des échecs. Chess strategy. What do you need to know about strategy and tactics pour mettre en échec le roi? Tu dois faire. Et là, Trump nous publie un checkmate. Un checkmate comme ça. Okay? Et donc moi, je vois ça comme... excusez-moi. Je vois ça comme le fait que finalement, Michelle Obama ne se présentera pas finalement. On est échec et mat. Et Kamala Harris va terminer finalement l'élection. Et le fait de laisser aux démocrates l'illusion d'avoir gagné le dernier débat a scellé finalement toute l'opération. Hein, c'est-à-dire que, il l'a publié, je pense, Checkmate, il y a comme 4 ou 5 jours, dans le milieu de la semaine, mercredi au jeudi, une semaine après le débat. Et finalement, c'est ça. Le débat a finalement solidifié Kamala. Et encore une fois, Kamala, c'est celle que Trump voudrait avoir en face de lui. C'est pas Michelle Obama. Malgré le fait qu'elle se présentait à tous les... j'ai expliqué pourquoi elle se présentait, etc. À tous les 1 an et demi, juste avant l'élection présidentielle, elle publie un livre et elle fait la tournée. Elle fait aussi une tournée internationale, genre, pas seulement pour le livre, mais pour faire ça aux États-Unis, pour faire sortir le vote. Elle est partout dans les... et finalement, là, je ne vais pas revenir là-dessus. Il faudrait peut-être que je réexplique Michelle Obama, mais je ne le ferai pas parce que la moitié de l'auditoire de Radio-Québec qui va quitter. Mais ça a l'air qu'elle ne se présentera pas. Et finalement, que Kamala Harris celle qui est contrôlée par Trump, là, hein, qui a été 17 fois en Géorgie, comme Joe Biden la dernière fois, qu'on était censé retirer avec la COVID, finalement, on ne retire pas Joe Biden. C'est Joe Biden, le candidat le plus faible de l'histoire des États-Unis, celui dont les 81 millions de votes pour qui les 81 millions de votes n'auraient jamais été crédibles. Hein, c'était pas crédible avec Joe Biden. Ça aurait été crédible, 81 millions avec Michelle Obama, mais pas avec Joe Biden. Et donc, l'écart est tellement... Tu sais, on voit souvent dans les réseaux sociaux des gens qui disent « You telling me this guy got 81 million votes? » Vous me dites que ce gars-là a eu 81 millions de votes. Il n'est pas capable de parler de... C'est pas crédible, mais ça aurait été crédible avec Michelle. C'est la même chose avec Kamala. Et donc, ça va devenir plus difficile de tricher. S'ils doivent tricher, ils vont devoir tricher. S'ils trichent, ils vont devoir tricher par beaucoup. Étant donné que c'est Kamala, si ça avait été Michel, ils auraient eu à tricher peut-être pas du tout ou par beaucoup moins. Mais là, étant donné que c'est Kamala, l'écart va être très grand, ils vont devoir tricher beaucoup et ils vont possiblement se faire attraper. Il y a beaucoup plus de chances qu'ils se fassent attraper, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, à mon sens, checkmate. Checkmate, ça a à voir avec les Obama. Et à 1 mois de l'élection, on peut dire que c'est joué. Donc, il n'y aura pas de October surprise pour les démocrates. C'est ce que ça veut dire probablement. Il n'y aura pas de October surprise. Il n'y aura pas de Michelle Obama qui se présente à la dernière minute puisque c'est joué, c'est acté. Il n'y aura pas de surprise. Checkmate, c'est fini. Et vous voyez, vous l'avez ici parce que checkmate, c'est ça. Le hashtag, je ne l'ai pas montré, là, ça veut dire échec et mat. Hein, pour ceux qui ont bien compris, là, si vous comprenez le dièse là, en échec, en langage d'échec. Plus, c'est échec au roi. Plus, c'est échec double. Le dièse, c'est échec et mat. Et donc, Trump a publié un dièse, échec et mat. C'est la même chose que Q avait publié, checkmate, échec et mat, etc.
Il n'y a pas juste ça non plus qui montre que la partie est jouée, que c'est terminé. Il y a le fait aussi que Trump joue Nessun Dorma. J'en avais parlé dans un web journal. Ça fait plusieurs fois, je pense que c'est la troisième fois qu'il fait jouer cet opéra de Puccini à la fin de ses rallyes. Je vous montre je vais vous montrer un clip de Nessun Dorma, c'est-à-dire il fait jouer à la fin de ses rallyes. Vous voyez ici, il fait jouer Nessun Dorma. Trump ends Long Island Rally on high note with Nessun Dorma. Et d'où est-ce que ça vient, ça? Il faut encore une fois retourner à Q. Vous l'avez ici. Ça vient du film Sum of All Fears. Hein, ça ici, c'est la publication 194 de novembre, le 22 novembre 2017, c'est-à-dire dès le début. Le 22 novembre, c'est même pas un mois après que Q ait commencé à publier, on parlait déjà du film Sum of All Fears. Le film Sum of All Fears revient une demi-douzaine de fois dans les publications de Q. C'est ce film avec Morgan Freeman et Ben Affleck. Et à la fin du film, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas vu le film, c'est des gens qui essayent c'est une espèce de société secrète des restants du Quatrième Reich, de la Deuxième Guerre mondiale, qui essayent de faire en sorte que les Russes et les Américains entrent en guerre. C'est-à-dire qu'ils créent un false flag, une opération sous faux drapeau, font sauter une bombe nucléaire, je pense que c'est à New York, je pense que c'est à New York. Ils font sauter une bombe nucléaire et ils font croire que c'est la Russie qui attaque les États-Unis afin que les deux pays, la Russie et les États-Unis, s'anéantissent et qu'eux puissent ressortir après le cataclysme et régner. Donc ça, c'est le thème du film Sum of All Fears. Il y a des liens avec le scandale de Uranium One. Il y a de l'uranium qui a été... Hillary Clinton et le directeur du FBI, Mueller, ont participé à une vente sans précédent d'uranium à la Russie. Ils ont vendu 25% de l'uranium libre américain à Uranium One, à la Russie. Il y a de l'uranium là-dedans qui a disparu et donc on peut construire une bombe sale avec ça, partir une troisième guerre mondiale et tout. Uranium One aussi, ça revient, cette notion-là de l'uranium a disparu, Uranium One, ils vont faire sauter une bombe. C'est revenu à plusieurs reprises dans les messages de Q, et finalement, c'est ça. À la fin du film, Ben Affleck, qui est... je me rappelle plus de son nom, là, c'est le personnage de Tom Clancy, là, je me rappelle plus son nom. Là. Donc, à la fin du film, finalement, la Troisième Guerre mondiale n'a pas lieu et les deux présidents signent je vous vends le punch, là, mais finalement, c'est un bon film à voir. Les deux présidents signent un accord de paix et la Troisième Guerre mondiale est évitée. Et dans les deux cas, aux États-Unis et en Russie, les conspirateurs se font zigouiller, hein, se font assassiner. C'est ce qu'on appelle le payback. Hein, c'est la vengeance à la fin. Et dans le film, il joue justement Nessun Dorma comme une vengeance, comme la vengeance. Okay? Lors de cette vengeance-là, c'est Nessun Dorma de Pacini qui joue. Et là, vous avez Trump qui fait jouer exactement ça durant ses rallyes. Donc, je vous montre le clip, on reviendra après. Là. C'est la scène finale du film. Je vais l'accélérer parce que sinon, c'est trop long.
etc., etc. Donc, c'est ça que Trump fait jouer. Donc, il y a Nessun, ça fait, je pense, 3 fois qu'il le fait. Ça ramène aussi à la notion de Trump, ce qu'il avait retweeté, je pense que c'est en 2018. Lui, en tant que Rocky, c'est la photo, l'affiche de Rocky 5, et dans Rocky 4, je pense, dans le film, il se fait tapocher pendant quelque chose comme, durant les 14 premiers rounds, et tout le monde dit, il va perdre, et il prend tous les coups, et c'est au 15e round, c'est comme, c'est comme un peu ce que Mohamed Ali faisait, hein, c'est-à-dire qu'il essoufflait son adversaire, et à la fin, au dernier round, il frappait son adversaire et gagnait par KO, gagnait le match, etc. Et Trump a retweeté ça pour nous dire qu'il allait prendre les coups pendant un certain temps et qu'après ça, ça allait être le coup de grâce, exactement comme avec Rocky ou Mohamed Ali. Et ce qu'on a présentement, c'est ça, c'est tous les signes de ça, c'est-à-dire hein, le checkmate de Trump, le Nessun dormant, etc., etc., le fait que, clairement, étant donné que c'est terminé, Michelle Obama ne viendra pas, et que, voilà, essentiellement, c'est ça. Et c'est ce qu'il dit. Hein, il dit, il fait référence, il faisait référence il y a quelques mois au fait qu'il joue une partie d'échecs à 4 dimensions, 4D chess. Les gens disent souvent, ah, Trump est tellement en avance sur les autres, Trump est tellement brillant dans ses stratégies qu'il joue pas juste un jeu d'échecs à 3 dimensions, mais il joue l'échec à 4 dimensions, et c'est ce qu'il expliquait dans un de ses discours il y a quelques mois. They're really ones that have we're playing because they respected us for so many years, but especially in the last 4 or 5 years prior to this disaster happening, and they think we're playing 4-dimensional chess. Does that make sense? They say there's no way. We're playing 4-dimensional chess. Hein? Donc, on joue un jeu d'échecs à 4 dimensions. Et là, Et là, il dit, moi, je sais, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Moi, je sais ce que ça veut dire. Vous voyez le beau clin d'œil à sa base, là, parce que 4D chess, ça revient souvent avec Trump. This is happening. That country is too smart. It's 4-dimensional. President Xi probably has a meeting and he says, wait a minute, this can't be possible. They're too smart for that. It's 4-dimensional chess. Does anyone know what that means? I know what that means. You know what it means? They can't believe what the hell is going on with our country. They can't believe what's going on. C'est-à-dire que les politiques de Trump sont des politiques de génie. Il le dit dans une autre de ses interventions, je pense cette semaine, il disait, ou la semaine d'avant, il disait, il parlait de la fois où il avait utilisé l'expression Hannibal Lecter, mais ça s'applique aussi pour l'Ohio et tout ce que j'ai expliqué lors du dernier web journal, c'est-à-dire le fait qu'il utilise des termes controversés pour hameçonner les médias, et finalement les gens font les recherches et la vérité sort, et l'information que les médias tentaient de cacher sort finalement. Et il dit, les gens disent, people say I was rambling, but in fact this is genius. Hein? Les gens disent que je raconte n'importe quoi, mais en fait c'est du génie. If you can connect the dots, si vous pouvez faire des liens entre les choses. Donc on a une stratégie de l'attention qui a porté son fruit, qui a porté fruit. Trump a contrôlé l'ensemble du spectre politique. J'avais expliqué dans le journal Full Spectrum Dominance qu'il contrôlait l'ensemble du spectre politique. Biden et RFK, ils étaient tous... Biden était contrôlé, RFK était sur la ligne Trump, et je disais que RFK allait probablement rejoindre la campagne Trump. Ça, c'était il y a presque 1 an, et c'est ce qui s'est passé. On a vu, Joe Biden qui... je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Disons que ce qu'on est en train de faire dans ce web journal-ci, c'est conclure, voir que tout ça a un sens. C'est-à-dire que c'est Biden qui porte la casquette MAGA, qui semble appuyer Donald Trump, j'en ai parlé la dernière fois dans le web journal, RFK qui rejoint la campagne Trump, Kamala qui fait tous les mauvais moves, qui prend un radical d'extrême gauche avec beaucoup de défauts comme VP, et puis qui mène une campagne pour l'ouverture des frontières essentiellement, qui est contrôlée par Trump. On l'a expliqué, s'il y a une structure de continuité de gouvernement qui existait avec Biden, elle doit continuer à s'appliquer avec Kamala, et donc elle n'a même pas une campagne spectaculaire. Et voilà, donc vous avez comme, dans le camp 17, vous avez comme tous ces gens-là, et de l'autre côté, vous avez finalement Michelle Obama. Il n'y a rien en face finalement, parce que là, on sait qu'elle ne se présentera pas. Et que échec et mat, ils sont échec et mat. Le roi étant Barack Obama, ils sont échec et mat.
Et c'est exactement ce que j'avais expliqué hein, dans le chef-d'œuvre, dans ce web journal-là, c'est-à-dire que c'est des échecs, 4 dimensions, un plan de génie. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en politique, ce qui a été déployé. Et donc, réjouissons-nous d'avoir été témoins de tout ça et d'avoir pu voir à travers l'opacité du plan. Parce que c'est ça, c'est une merveille de stratégie politique, c'est-à-dire, que je l'explique depuis 2018, c'est des stratégies militaires. Je disais ça en 2018. Ce sont des stratégies militaires contre-insurrectionnelles appliquées à la politique. J'étais au studio d'André Pitre à Lux Media, je commandais les midterms, et je disais, ce sont des stratégies militaires appliquées à la politique. Et ce que vous voyez là, c'est ça, c'est une stratégie de l'attention hein, qui favorise Donald Trump. Il leur remet la monnaie de la pièce, ça favorise Donald Trump. La façon dont il a joué Kamala, il l'a solidifié. En 2020, il a solidifié Biden en disant « Ah, on guérit rapidement de la COVID. Regarde, 24 heures, 48 heures, puis j'étais sorti de l'hôpital, puis c'était rien. Il y a plein de remèdes qui existent. » Et puis, donc, il a solidifié Biden comme ça en 2020. Et en 2024, avec le débat, il solidifie Kamala. C'est elle qu'il veut avoir en face de lui pour l'élection du 5 novembre, parce que on sait, les sondages savent qu'elle n'est vraiment pas populaire. Elle n'a pas de charisme, etc. Donc, et c'est pour ça qu'il dit checkmate, parce que c'est probablement joué. Il y a peut-être même genre une intelligence artificielle qui a montré que l'élection était jouée à 99,999%, et c'est pour ça qu'il se permet de faire un checkmate. Trump ne serait jamais permis de faire de publier un checkmate, un hashtag checkmate comme ça, faisant référence à Q, si ça n'avait pas été le cas. Trump, je l'ai expliqué, Trump, c'est quelqu'un qui ne prend pas de risques. C'est pas quelqu'un qui gamble, c'est pas un joueur. C'est quelqu'un qui ficelle toutes ses opérations avant même qu'elles soient commencées ou annoncées. Je l'ai expliqué quand il est allé à l'ONU pour dire que le mondialisme était terminé. C'était déjà fait. Il y avait une entente avec Poutine, une entente avec Xi, etc. C'était terminé. Il ne fait pas d'annonce comme ça sans avoir la certitude que ça va se produire. C'est pour ça, mais ça prend du temps, c'est ça l'affaire. C'est qu'il fait les annonces, c'est déjà réglé, mais il faut que passer à travers tout le processus de tu manges le pion adverse, puis le fou, la tour, etc. Puis finalement, c'est échec et mat. C'est comme échec et mat dans 8. Et puis, mais il faut voilà. Donc, voilà, c'est... Hein? Et là, je vais juste ici, vous avez dans la même publication de Q, Do Emotions Affect Critical Thinking? Donc, checkmate, etc. Et là, est-ce que les émotions affectent la capacité de réflexion critique? La réponse, c'est oui. J'en suis témoin à Radio-Québec, c'est-à-dire qu'on a souvent, quand on parle de certains dossiers, on a des gens qui réagissent avec émotion dans tout, et l'émotion teinte le jugement. Il faut, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à se débarrasser, dont il faut apprendre à se débarrasser, c'est-à-dire être trop émotif en faveur d'un camp ou de l'autre. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a un Trump qui représente la paix et la sécurité, Trump qui représente la croissance économique. Kamala a été incapable de déployer quoi que ce soit de substantiel sur le fond des idées. Donc, Trump, paix et sécurité, Trump, croissance économique, c'est pas Kamala la croissance économique. Hein. Trump, fin de la corruption, c'est pas Kamala la fin de la corruption. Trump, fin de Big Pharma, c'est pas Kamala la fin de Big Pharma. Trump, fin de l'État profond, c'est pas Kamala ça non plus. Pensez à RFK, ce que RFK dit maintenant partout. Là, même il est assis avec Tucker Carlson, puis il parle de l'État profond, puis de la fin de l'État profond. Mais tout le monde comprend maintenant. Et là, Trump qui joue Nessun Dormant, où est-ce que l'État profond est décapité, puis c'est checkmate. Échec et mat. Trump, fin des frontières ouvertes. Kamala, c'est les frontières ouvertes. Trump, fin du wokisme. Kamala, c'est le wokisme. Et donc, il a dominé, quand je dis full spectrum dominance, il a dominé sur les thèmes. Les gens, il a fait en sorte que ses adversaires ne soient pas capables d'articuler une politique intelligente. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ses adversaires restent dans le flou et finalement incapables de déployer des politiques intelligentes, alors que lui dominait sur les thèmes. Et surtout quand on regarde ce que RFK fait, parce que Trump n'a pas énormément de substance. Je veux dire,
quand c'est dans ses discours politiques, puis il parle de certaines choses. Il a fait quelques capsules en disant je vais faire ça en éducation, ça, contre la corruption, etc. Mais si vous écoutez les discours de RFK, ce qu'il dit dans les podcasts, il dit je vais aider Trump à purger l'État profond, je vais aider Trump à purger Big Pharma. Il s'est mal entouré. J'ai les clips, je vais les montrer probablement lors du prochain Web Journal, là, quand je reviendrai en studio. Il va falloir faire une analyse de ce que RFK dit parce que ce qu'il dit, c'est presque plus substantiel que Donald Trump. C'est énorme. C'est alors que J.D. Vance fait juste un peu comme la tendance, là, c'est-à-dire il est invité sur des podcasts ou à des émissions, il fait juste il débat comme au niveau des points de politique, mais si on écoute RFK, c'est gigantesque. L'ensemble de la remise en cause, l'ensemble de comment je pourrais dire, pas de la remise en cause, l'ensemble des changements qui sont sur le point de survenir avec ces deux-là, Trump et RFK. Et donc, RFK, quand on regarde la substance de ce qu'il dit, RFK est le VP de facto. Il dit, je vais travailler avec Trump, je vais l'aider à faire ci, je vais être son... Et tu regardes l'ensemble des agendas. J.D. Vance n'a pas l'agenda qu'a RFK. RFK a un gigantesque agenda et il va aider Trump, etc. etc. Donc, on fera une analyse de RFK peut-être et aussi du côté médical parce que si vous avez suivi encore une fois sur les posts de Q, il y a énormément de trucs sur la santé, les vaccins, les médicaments, l'industrie pharmaceutique, etc. Et RFK vient donner de la légitimité à Trump là-dessus. Et on fera éventuellement, le fait qu'il cache des remèdes et tout ça, ça a été publié par Q. Si vous cherchez les posts, là, je ne sais pas, je vous les donnerai, là, Q a beaucoup parlé de ça, mais RFK vient donner de la légitimité à Donald Trump pour le faire. Voilà. OK. Il y a aussi c'est ça, rapidement, là, parce qu'on a... Il y a aussi cette arrestation, j'étais supposé en parler un petit peu au début, mais cette arrestation du rappeur Puff Daddy, qui a fait grand bruit aux États-Unis, en fait, c'est la nouvelle depuis quelques jours. Je pense que ça s'est passé hier ou avant-hier. Et... j'ai pas énormément de... C'est comme la deuxième tentative d'assassinat. J'ai pas énormément de choses à dire là-dessus, outre le fait que, encore une fois, j'essaie toujours de convaincre les gens qui ne sont pas convaincus, nos détracteurs, pensez-y sérieusement. Est-ce que vous pensez... Parce que là, c'est pour que les gens qui ne connaissent pas Puff Daddy, là, il est accusé d'à peu près les mêmes crimes que Jeffrey Epstein. D'avoir violé des personnes, trafic de personnes, d'avoir filmé des gens dans des pratiques sexuelles sordides afin d'avoir des moyens de les contrôler, du blackmail, à des fins de chantage politique. Et c'est toute l'industrie de la musique qui est touchée. Hein, c'est toute l'industrie de la musique. Ça inclut des directeurs, comme le directeur d'Universal qui a été cité dans la poursuite. Son nom a été retiré par la suite, parce qu'il a probablement tiré des ficelles. Mais il y a différents producteurs il y en a un qui a démissionné déjà. Le lendemain, Kevin Lies a démissionné. Lies a démissionné le lendemain de l'arrestation de Puff Daddy. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a énormément d'artistes et même des politiciens, des maires, etc., qui allaient dans les parties de Puff Daddy. Et là, on leur faisait prendre de la drogue et on les filmait en train de faire toutes sortes d'actes sordides. Et après ça, on avait la merde sur eux. Et Puff Daddy était un informateur du FBI, c'est-à-dire que c'est encore une fois la même chose, c'est ce qu'on explique depuis le début, c'est comme avec Jeffrey Epstein, c'est-à-dire que les FBI, la CIA, tout le monde était au courant de ce que faisait Puff Daddy, mais on le laissait faire, hein, son opération, tant qu'il rapportait de l'information. Je vous montre justement Jesse Water là-dessus, qui explique que Puff Daddy était un informant du FBI, un informateur du FBI. His former bodyguard tonight, alleging that Diddy was working for the FBI as a confidential informant. People don't realize this, brother. First and foremost, Puff has been dodging the legal system for years. Puff being, and this is documented, Puff being a CI for an FBI agent. They was taking some papers up to the FBI. On va montrer la vidéo complète sur Telegram, mais c'est ça finalement, c'est que
Et donc, c'est après, rappelez-vous, Harvey Weinstein, ça c'est Hollywood qui tombe parce qu'il a parlé, parce qu'il n'y a pas juste l'arrestation, il y a beaucoup d'autres vidéos qui montrent que les gens autour de Puff Daddy qui le connaissent disent il va parler, il va donner tous les noms. Et donc, c'est comme Epstein, c'est le réseau au complet qui va tomber. C'est toutes les personnes impliquées. C'est pas juste une arrestation, c'est le réseau au complet qui va tomber. Et donc, c'est comme le Harvey Weinstein avec Hollywood, la secte NXIVM, Epstein avec l'île d'Epstein et tout ça. Et là, maintenant, c'est Puff Daddy, aussi connu sous le nom de Diddy, et toute l'industrie de la musique qui va tomber. Ce sont ces réseaux-là qui sont en train d'être purgés. Hein? C'est-à-dire, on dit qu'il y a depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, il y a comme maintenant, c'est le satanisme dans l'industrie de la musique, etc. Mais tout ça, c'est lié à ça. Le fait de pousser des mœurs dépravées, hein, une musique, parce que les jeunes filles écoutent ça, les jeunes garçons aussi, on corrompt la jeunesse, ça fait partie de cette opération-là. Okay? Et donc, la question que les gens doivent se poser, je vais terminer là-dessus, c'est est-ce qu'une arrestation comme celle-là aurait été possible si l'État profond était en contrôle, notamment du département de la justice ou de la Maison-Blanche, ils auraient pu arrêter. Ces gens-là ont eu l'impunité pendant des années. Pendant presque 20 ans, Puff Daddy a pu faire ce qu'il faisait. Même chose avec Epstein. Et quand Trump est arrivé, tout d'un coup, c'est la fin de l'impunité. Ces gens-là se font arrêter un par un. Weinstein, Puff Daddy, Epstein, etc., la secte NXIVM et d'autres. Il y a un autre rappeur, je ne me rappelle plus, c'est quoi son nom, là? Trafic de personnes, opération de chantage politique et tout ça. Et donc, tous ces réseaux, ça, c'est ce qu'on appelle « drain the swamp hein? », assainir le marais. Et ça, c'est la politique de Donald Trump. Okay? Donc, c'est un mot rapide là-dessus. On reviendra peut-être en profondeur là-dessus, mais je pense qu'il y a ADNM qui a fait un spécial là-dessus. Peut-être aller voir leur site si c'est encore disponible. Je pense que cette semaine, ils ont fait un web là-dessus. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ce que ça indique finalement, c'est que les patriotes sont en contrôle, parce que toutes ces arrestations-là ne se seraient jamais produites. Obama était au courant de tout ça. Ils ont les dossiers sur tout le monde. Ils savaient, tout le monde le savait. Comme Epstein, tout le monde le savait. Il n'y a rien qui était fait. Mais là, voilà, et ça, si l'État profond était en contrôle, jamais ça se serait produit. Les patriotes sont en contrôle. Et c'est la même chose avec la stratégie de l'attention. Les patriotes qui déploient une stratégie de l'attention et qui a finalement porté fruit, qui a commencé il y a un certain temps, qui s'est traduit finalement par toutes sortes de poursuites à l'initiative de la Maison-Blanche, wink wink, et après ça, de la violence politique, tout ça, joint à un contexte international d'insécurité. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On a échec et mat. Trump va gagner l'élection, on va avoir la paix mondiale et le marais va avoir été assaini. Voilà. Donc, tout converge et finalement, c'est ça, c'est comme je disais ça c'est le chaos mondial, c'est la planche que je n'avais pas montrée, mais tu sais, voilà, donc c'est ça. Tu vois, Trump qui affirme que Biden va nous amener à la Troisième Guerre mondiale, mais on a expliqué que tout était sous contrôle et donc il n'y aura jamais de dérapage. Et donc je ne perds plus mon temps à expliquer pourquoi, genre, l'Iran ne répondra pas à telle frappe et pourquoi il y a encore une bombe qui a sauté au Liban, une gigantesque bombe avec une espèce d'impact qui donne l'impression que c'est une bombe nucléaire, mais ça ne donnera encore une fois aucune incidence parce que fort probablement ils ont fort probablement frappé un bunker qui était déjà vide. Donc, on détruit les installations. On ne sait pas si il n'y aura rien, il n'y aura aucune conséquence. On prépare la paix, littéralement. Je sais que les gens n'aiment pas ça quand je dis. Puis là, on me critique Alexis, mais c'est ça. Malheureusement, c'est ça. C'était nécessaire en Ukraine parce que si vous avez suivi le dossier, vous avez vu que c'était comme un labo de l'État profond. Et même chose pour la Corée du Nord, qui était un labo de l'État profond. La Corée du Nord a été réglée. L'Ukraine, c'est essentiellement réglé. Puis il restait la Palestine, ça va être réglé. Il restait la question du Hamas. Et là, est-ce qu'Israël est allé trop loin? Fort probablement. C'est pour ça qu'il y a eu des critiques de la part de Donald Trump et d'autres. Mais le fait est que voilà, tout ça va se solder par quelque chose de très positif d'ici quelques mois. OK?
Je ne vais pas rentrer dans... J'aurais plein de choses à dire sur Gaza, mais j'ai le pied sur la pédale parce que de toute façon, les gens à qui je voudrais m'adresser pour dire certaines choses ne sont pas réceptifs, de toute façon. Fait que, il y a des gens qui comprennent, d'autres gens qui sont comme qui ont le pied sur le frein, qui veulent rien comprendre. Et c'est comme ce que disait Q tout à l'heure. C'est quoi, il disait critical thinking is possible without emotions. Je me rappelle plus c'est lequel. C'est pas celui-là. Celui-là. Do emotions affect critical thinking? Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement toutes les vidéos qui sont tournées à Gaza qui sont vraies aussi, etc., etc. Même s'ils ont dépassé les bornes à plusieurs reprises. Je vais pas y aller, ok? Je vais pas y aller. Je n'y vais pas. Voilà, donc c'est ça, on arrive à bon port, on voit la berge, on voit le phare, on est en train de... C'est ça, ce sont des bonnes nouvelles. Donc, encore une fois, pensée militaire, l'élection est déjà gagnée. Trump nous a dit checkmate, l'élection est déjà gagnée. Et ce que vous voyez, ce que vous avez vu en termes d'insécurité, le gaz lors du rallye, parce que c'est pas possible qu'un gaz soit, encore une fois, on sait que tout le monde est fouillé, puis que c'est pas, puis qu'ils ont des détecteurs, et puis le spécialiste de la protection rapprochée et tout. Donc, c'est pas possible. Et surtout aussi près de Donald Trump, la rangée juste en arrière. Et donc, ça fait partie, selon moi, comme la deuxième tentative d'assassinat, qui est à mettre dans le même lot que la première, c'est-à-dire une stratégie de l'attention qui bénéficie à Donald Trump. Okay? C'est une stratégie d'ingénierie sociale qui bénéficie à Donald Trump. Okay? Pour battre l'État profond, pour se débarrasser d'Epstein et des Puff Daddy, des trafics, des réseaux de trafic de personnes, de viol, du satanisme, etc. Puis finalement, faire la job qu'on n'a pas été capable de faire jusqu'à maintenant. Là. Je m'adresse à ceux qui vont dire « Ah, finalement, Trump est comme les autres, etc. » Vous comprenez-vous la bête contre laquelle on se bat? Voilà. Et voilà. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On va compléter avec... je sais pas. En fait, je sais pas si je vais y aller. Est-ce que j'y vais? Non, j'y vais pas. J'ai peur que j'ai pas mis de fond d'écran sur ma dernière scène. Donc, on va juste dire, vous connaissez les façons de nous aider. Vous connaissez les façons de nous aider par la poste, par PayPal aussi, et en cliquant sur notre site Internet. On va mettre les liens PayPal sur le site bientôt. Là, donc, et aussi, voilà, c'est ça. Donc, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Il y aura probablement d'autres, on fera probablement d'ici l'élection des Web Journaux en semaine. Donc, restez à l'écoute. Allez, salut la gang!